go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Dwight Clark. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qu'on ne s'attendait pas à faire et qu'on aurait aimé ne pas avoir à faire, puisqu'on a appris ce mercredi que Deebo Samuel demandait à être tradé et à quitter San Francisco. Donc on va revenir là-dessus, et pour ce faire, je suis accompagné de mes comparses habituels, à savoir Elliot, Kevin et Olivier. Salut les gars. Salut. 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 Et exceptionnellement, on reçoit aussi un invité exceptionnel du coup, c'est Gonzague. Salut Gonzague. Bonjour à tous. Gonzague que certains connaissent peut-être déjà si vous avez l'habitude de traîner sur la page Facebook San Francisco 49ers France. Je me trompe pas? Exactement, oui. Je passe beaucoup de temps sur ce site et je salue d'ailleurs l'ensemble de l'équipe administrative du site qui fait un travail fabuleux dessus. Maintenant que les présentations sont faites, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet en vous demandant si je peux d'ores et déjà jeter à la poubelle mon magnifique maillot Deebo Samuel rouge que je m'étais acheté 90 balles au mois de janvier. Non, ne le jette pas tout de suite. Attendons de voir ce qui va se passer parce que on ne connaît pas les tenants et les aboutissants inhérents à ce qui se passe. Et donc, il peut y avoir beaucoup de smokescreen. Le joueur ne s'est pas positionné lui-même, même s'il a fait des tweets, mais on sait très bien que ça veut tout et rien dire. Donc, pour l'instant, garde-le. Il peut y avoir des histoires de contrats. J'ai le souvenir notamment d'un Robbie Gould qui voulait, il n'y a pas si longtemps, rentrer à Chicago, notre kicker, et qui finalement a accepté de prolonger son contrat après avoir été tagué. Attendons de voir ce qui va se passer concernant Deebo. Voilà, même s'il y a quand même pas mal d'éléments qui ressortent. Oui, et puis il faut pas oublier qu'il a encore un an de contrat après ça, pour la saison à venir. Il y a encore des franchise tags qui peuvent s'appliquer pour les saisons suivantes. Si la franchise veut absolument le garder et le faire chier, quitte à ce qu'il ne joue pas, il peut très bien rester sous contrat pour 2 voire 3 ans encore. Donc garde ton maillot. Ouais, mais bon, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de le garder s'il veut pas jouer, quoi? Parce que s'il a décidé de plus jouer, et vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, malheureusement, en sport, c'est devenu les joueurs qui décident. Hein. C'est plus véritablement c'est plus les franchises. Hein. On est en train de se transformer comme la NBA, quoi. Est-ce qu'un joueur peut se permettre de rester sur le banc pendant 3 ans? J'ai des doutes. Ouais, surtout qu'en plus, dans son contrat rookie, dans la nouvelle version des contrats rookie, s'il décide l'année prochaine de pas jouer, il sera encore sur contrat l'année prochaine. Et puis s'il décide de pas jouer, il sera encore sous contrat l'année d'après. En fait, son contrat ne s'active que s'il il veut bien jouer, en fait. Donc, dans tous les cas, soit il y a un trade, enfin, on sait pas trop ce qui va se passer au final, mais le jette pas tout de suite ton maillot, Loïc, parce qu'il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on va vraiment le garder de force quitte à ce qu'il joue pas, alors qu'on peut en récupérer une énorme contrepartie à l'heure qu'il est, vu ce qui a été envoyé aux Chiefs pour Tyreek Hill ou aux Packers pour Davante Adams? C'est la très très bonne question, Loïc, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est dans un contexte où il demande à partir alors que sa valeur est au plus haut. Qui est Deebo Samuel? C'est un joueur qui, depuis sa sortie d'université, nous sort de très très bons matchs, mais quand on y regarde de plus près, il nous fait une saison exceptionnelle en 2021, mais c'est sa seule saison au-delà des 1000 yards. Et à l'arrivée, aujourd'hui, quitte à le trader, c'est presque le meilleur moment pour le faire, paradoxalement. Rien ne nous garantit qu'il puisse nous faire une saison comparable la saison prochaine, notamment avec un nouveau quarterback derrière. Donc, la question se pose, paradoxalement, du côté de la direction de San Francisco. N'y a-t-il pas, maintenant qu'il a émis son souhait de vouloir partir, un intérêt pour nous à le trader et à en tirer le maximum derrière? La question se pose. Surtout qu'il y a beaucoup de besoins en wide receiver à venir chez certaines franchises. Et puis, est-ce qu'on est vraiment désespéré au poste de receveur au point de vouloir garder à tout prix Deebo Samuel? À mon sens, je ne pense pas. Et on a quand même un Brandon Ayuk qui semble être capable de prendre une bonne importance dans cette attaque. Il y a Jawan Jennings l'année dernière qui a prouvé qu'il était capable aussi de prendre un peu le jeu à son compte. Il y a la draft qui arrive, il y a encore des joueurs sur le marché. Est-ce qu'il faut à tout prix garder Deebo? Je sais pas. Bah en fait, il y a aussi la question de son rôle, quoi. L'année dernière, il a surtout explosé parce qu'il a été une menace sur le jeu de passe et une menace sur le jeu de course. Selon certains rapports, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il voudrait partir, parce qu'il
il est usé de jouer sur les deux postes, mais dans le même temps, il vend des t-shirts avec marqué white back dessus. C'est compliqué d'en savoir plus. Et puis, s'il va dans une autre équipe, s'il se rapproche comme il le veut apparemment de la Caroline et qu'il va chez les Panthers ou qu'il va chez les Jets, les équipes qui ont été liées à son nom ces derniers jours, va dire à Robert Saleh ou à Matt Rhule qu'ils n'ont pas le droit de le faire courir non plus parce qu'il n'a pas envie. Non, c'est impossible. S'il était vraiment agacé par son rôle, je pense que, il peut en parler, peut-être jouer moins là-dessus en saison régulière et voir avec Shanahan. Ou alors c'est peut-être aussi pour obtenir un meilleur contrat. On sait pas trop ce qui se passe en fait parce qu'il y a eu des infos contradictoires à mort. Il veut se rapprocher de chez lui, il veut plus d'argent, il veut jouer sur un autre poste, il a plus envie de jouer en Californie. C'est trop bizarre en fait l'histoire autour de lui. Certains qui disent que les 49ers ont fait une offre, d'autres pas. Le problème, c'est que ce sont devenus des divas, les mecs, c'est tout. Voilà, au bout d'un moment, il faut appeler un chat. Ce sont devenus des divas. Voilà. Et je veux ci, et je veux là, et je veux pas li, et je veux pas là. C'est bon, quoi. Il faut arrêter. Comme il a dit Gonzague, on l'a drafté, c'est un second tour il y a 3 ans maintenant. Je veux dire, il a fait une super saison l'année dernière, une saison exceptionnelle, on a tous kiffé de l'avoir. Mais bon, au bout de moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter cette mode, je la supporte pas. Je vais sortir mon panneau de vieux con, mais je supporte pas cette mode. Et j'ai fait si, gna 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 gna. C'est bon, vous êtes payé pour jouer, vous jouez, vous avez un contrat, on va te proposer 20 millions de dollars la saison pendant 5 ou 6 ans, tu vas toucher 75 millions de garantie minimum, et tu es encore en train de te plaindre. Je supporte plus cette mentalité, ça me gonfle. On est en train de devenir à NFL comme à NBA, c'est devenu moi je vais jouer avec mon copain, c'est bon, ça me saoule, je supporte plus du tout cette mentalité-là, et vraiment je sors ma pancarte, c'était mieux avant. J'ajouterais à cela qu'on voit que par rapport justement à la NBA, il y a un point commun, c'est que les postes entre guillemets flashy sont clairement mis en avant maintenant désormais par rapport à d'autres postes qui sont tout aussi importants et qui le sont certainement moins. Le problème aujourd'hui avec Deebo, c'est comme le disait très justement Elliott, c'est qu'on ne sait pas la réalité de la chose. Moi, en tout cas, s'il y en a bien qui doit se marrer à l'heure où on parle, c'est le manager des Raiders qui a lancé, entre guillemets, qui a ouvert la boîte de Pandore avec ce méga contrat offert à Devante Adams et qui font que derrière, tous les wide receivers d'un certain talent commencent à se poser des questions quant à la nature du contrat qu'ils ont aujourd'hui au sein de leurs franchises respectives. On voit que Deebo n'est pas le seul à faire la tête. Donc la réalité, c'est qu'il a actionné un bouton que d'autres n'ont pas encore actionné. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas le seul à faire la tête aujourd'hui. Donc finalement, le meilleur coup de cette free agency, c'est le manager des Raiders, parce que au moment où ils ont fait ce coup-là, on a dit putain, c'est de la folie. La réalité, c'est que tout le monde est en train de suivre le mouvement comme des moutons. Voilà ce qui se passe. Et puis il y a urgence parce que si demain les Davante Adams et les autres gars qui ont fait péter la banque chez les receveurs font une saison horrible et ne justifient pas leur contrat, l'année prochaine le marché sera plus le même pour les receveurs. Donc les agents ils essaient de capitaliser là-dessus en ce moment et puis d'essayer d'aller chercher le plus gros contrat possible pour leurs clients. Complètement, c'est exactement ça, Kevin. Ouais, puis en plus au niveau de la free agency aussi, on a eu le contrat complètement délirant de Christian Kirk aussi. Je veux dire, c'est les mecs qui se sont dit un joueur très très moyen, il a un contrat de dingue. C'est pour ça qu'aussi ça a certainement joué sur les demandes des uns et des autres. Mais bon, au bout d'un moment, je veux dire, c'est pas une raison. C'est très américain. Je regarde l'autre qui gagne, je veux gagner autant que lui. Je mérite mieux. Mais bon, pour moi, il y a des limites là. On arrive à de l'indécence, quoi. C'est du n'importe quoi en Barrette. Non, et puis du coup, de ce que tu viens de dire, Olivier, on en revient au même problème. C'est encore Trent Baalke qui fout la merde à San Francisco involontairement à cause de son contrat pour Quel enfoiré, putain. C'est le karma, quoi. Ce mec, c'est le karma. C'est le pire de tous, celui-là. Mais pour en revenir, et puis il y a la question également aussi, alors même si j'y crois très moyen à ce sujet-là, il y a la question aussi du perso. Est-ce que la situation de Garoppolo et de la situation de Deebo sont liées? Bon, à titre personnel, je ne le pense pas, mais la question mérite d'être posée. On sait que Deebo, Tomlinson et Jimmy Garoppolo sont proches dans le privé. Deebo a sorti notamment les armes pour défendre Jimmy G à la fin de la saison lorsque celle-ci s'est terminée. Quand il voit que comment, entre guillemets, Garoppolo a été plus ou moins traité. Alors après, les goûts et les couleurs de chacun à l'issue de cette année. Est-ce que Deebo se pose la question aussi, peut-être, de vouloir rester dans une franchise qui défend pas ses gars, quoi.
Donc la question se pose. Bon, à titre personnel, je soulève la question. Hein. Je n'y crois pas à titre perso. Je pense que, comme le disait Olivier, les joueurs sont suffisamment égoïstes pour penser à leur carrière. Chose que je peux comprendre d'ailleurs quand tu vois les montants derrière tout ça. Mais je pense que ça peut jouer aussi indirectement quant à l'estime que tu as de ton employeur lorsqu'un de tes copains se fait maltraiter au sein de la franchise. Pour ajouter à ça, il y a aussi le fait que c'est avéré que l'année prochaine, c'est Trey Lance qui prend le poste de titulaire. Est-ce que Deebo Samuel, en tant que receveur 1, veut lier son destin et son futur contrat à un quarterback rookie qui n'a absolument rien prouvé? Aujourd'hui, Deebo Samuel, il est probablement comme tout le monde, il a aucune idée s'il va pouvoir performer comme il aimerait avec les Trey Lance. Est-ce que ça va fonctionner? Et il faudrait qu'il signe un contrat de 3, 4, 5 saisons en liant son destin à ce quarterback-là. C'est un choix compliqué. Je peux comprendre qu'il se pose des questions à ce niveau-là aussi. Bon, à titre personnel, je pense que c'est surtout une affaire financière. Hein. Aujourd'hui, les nouveaux contrats des wide receivers font tourner les têtes. Quand on voit qu'on parle notamment, alors c'est une rumeur, c'est une smokescreen évidemment, mais quand on voit à Carolina, je suis pas certain que Deebo ait plus envie que ça de lier son destin à Sam Darnold. Donc la réalité, c'est que je pense qu'il a vu les contrats tourner, il sait qu'il va arriver en fin de contrat rookie dans peu de temps, et il veut d'ores et déjà aller chercher son gros contrat, parce que sinon il sait qu'il va devoir capitaliser avec également la renégociation de Bosa à venir à ce moment-là, et qu'il va falloir aller chercher aux alentours de 60 millions de dollars pour aller re-signer les deux, à minima. Donc c'est là où la question se pose aussi pour lui, c'est d'être proactif pour éviter de se vampiriser dans la renégociation de contrat avec Bosa, même si ce dernier peut être tagué en tant que premier tour. Mais non, bref, pour en revenir, pour moi, Deebo, c'est principalement une histoire de contrat. Je pense que la question du « je veux pas être loin de mes parents, je veux retourner sur la côte Est », ça j'y crois moyen. La réalité, c'est qu'il veut un gros contrat et point barre. Mais tous ces motifs sortis par les journalistes, ça fait vraiment comme si tous les insiders voulaient sortir chacun d'une histoire différente pour qu'à la fin, il y en ait un qui ait raison. Exactement. Alors qu'ils en ont aucune idée, pas plus que nous. Ça devient très malsain même ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens et on sait plus du tout faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est totalement infondé. Tous les jours il y a un nouvel insider qui sort une nouvelle histoire, un nouveau motif. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est cette mode moderne qui m'agace complètement. Il y a même eu un moment comme quoi il y a eu des problèmes de racisme. Je veux dire, si on va sur n'importe quel réseau social et qu'on commence à parler, on va tous avoir une personne ou deux ou trois ou quatre qui va être négative. Donc après, on peut servir de ça comme argument. C'est devenu la nouvelle mode. C'est n'importe quoi et c'est hashtag vieux con, j'assume. Et puis toute la saison, on nous a vendu, même depuis plusieurs saisons, on nous vend une équipe de bande de potes qui aiment jouer ensemble, qui se battent pour leur coach, qui se battent pour leur quarterback, et puis là il y aurait des histoires à l'interne un peu à dormir debout. J'ai du mal à y croire par rapport à l'équipe qu'on nous a vendue. Ça avait pas l'air d'être un jeu d'acteurs, les relations des joueurs entre eux, ce qu'on pouvait voir sur le bord du terrain, à l'entraînement et tout ça. Ouais, mais c'est ce que vient de dire Gonzaga avant, c'est que apparemment des informations, Deebo serait très pote avec Tomlinson et Jimmy G. Tomlinson est parti à New York, Jimmy G est sur le bloc de transfert, donc au final peut-être qu'il y a ça aussi, c'est se dit je vais perdre Jimmy, j'ai déjà perdu Tomlinson, est-ce que je suis aussi pote avec les mecs qui restent encore? Il y a plein de paramètres qu'on connaît, ça se trouve il y a rien de tout ça et c'est juste une histoire de pognon. Donc c'est chacun avance ses billes. T'as Schefter qui avance un truc, t'as Jeff Darlington qui avance un truc, t'as Pellicero qui va avancer un autre. À la fin il y aura sûrement quelqu'un qui aura raison et qui pourra dire je le savais, mais ils avancent presque tous à l'aveugle et il y a que Deebo et ses proches qui savent vraiment ce qui se passe, quoi. Ouais. Surtout que j'ajoute autre chose, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier la date à laquelle nous sommes. On est le 23 avril. Il n'y a pas de foot américain pour en parler, la free agency a clairement baissé de régime, on attend tous la draft comme des grands garçons, et pendant ce temps-là, il faut bien vendre du papier, les contrats en NFL n'ont jamais été aussi élevés, donc on est vraiment dans la période la plus dégueulasse possible de la smokescreen à gogo. On va te vendre tout et n'importe quoi. J'ai entendu dire par le beau-frère de la cousine de la marraine, de la cousine de sa tante, que Deebo pensait ça. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. La réalité, c'est que je pense qu'on est sur un mec qui veut tout simplement renégocier son contrat. Point barre. Point barre. Et là, il faut vendre du papier. Donc, Darlington fait son job, Schefter fait son job, tout le monde fait son job, Pellicero fait son job. On est tous là pour vendre du papier. On fait tous des jolis mock drafts pour
pour garder de l'actualité sur nos différents sites internet, nfl.com ou autres. Voilà. Et donc, c'est pas évident. C'est pas évident, et donc chacun sort des informations qu'il pense être bonnes pour pouvoir vendre du papier. Et donc, si vous deviez faire un prono, vous pensez que ça va se finir comment cette histoire? Moi, je pense qu'il va être tradé. Il va être tradé. Alors, la question, c'est tradé à qui? Alors, il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Les Texans, les Jets, les Eagles aussi. Donc, il ne faut pas oublier que les Eagles étaient à fond sur Calvin Ridley avant que ne sorte son affaire à lui aussi. Voilà, donc la question c'est vendu à combien, et en fonction, et savoir aussi qu'est-ce qui nous intéresse nous en termes de typologie de trade. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Est-ce qu'on privilégie par exemple les deux choix du deuxième tour des Jets, par exemple pour aller chercher du volume, ou est-ce qu'on va aller chercher plutôt un premier tour ou autre? Voilà, en tout cas moi ce qui est certain de mon côté, c'est que je ne vois aucune raison pour la direction de San Francisco de vendre Samuel, de trader Samuel à une valeur inférieure que celle que nous avons vue avec les Chiefs et les Packers sur Tyreek Hill et sur Davante Adams. Donc moi par exemple le premier tour des Eagles plus leur deuxième tour, les choix 15 et 51 par exemple, why not? Les deux premiers choix les deux choix du deuxième tour des Jets qui sont en début de deuxième tour plus un middle round, why not? On peut en discuter. Après, voilà, faut voir. Les Jets pour les Texans, leur choix 13, why not? On en discute. Mais je pense pas, par contre, je pense pas que, vu la situation du joueur, qu'on puisse choper un top 10. Je vois pas les Jets lâcher leur choix 4 ou leur choix 10 pour Debo. Ça, j'y crois pas. Les autres? Moi, je pense qu'on va peut-être le garder. Je le vois rester, je le vois jouer à San Francisco l'année prochaine. Après, à voir pour la suite, est-ce qu'il y aura un tag? Est-ce qu'au final, il va prolonger son contrat? Est-ce qu'on va le trader l'année prochaine? J'en sais rien, mais je le vois bien rester à San Francisco pour la saison 2022. Est-ce que ça va pas être un peu malsain et bordélique dans le vestiaire d'avoir un gars qui a pas envie d'être là? Alors que c'est quand même l'un des visages de la franchise. Non, pas tant, parce que je pense que déjà, que ça soit Shanahan ou Lynch, je les pense capables de gérer ce genre de problème. Et en fait, moi, je les vois le garder parce que je pense qu'il mettra pas le bordel. S'ils savent que c'est un mec qui va foutre le bordel, s'ils sentent qu'il va y avoir du bordel dans le vestiaire, ils vont le trader. Mais moi, je le vois pas au final faire ça. Je pense qu'il a peut-être envie de partir, peut-être envie de choper un autre contrat, aller ailleurs. Mais je pense que s'ils lui disent non, tu restes, il est capable de faire la part des choses et de se mettre au service de l'équipe. Ouais, moi je rejoins Elliot là-dessus. Je pense qu'il active simplement les leviers qu'il a à sa disposition pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. Et je suis assez persuadé qu'il va rester à San Francisco. Après, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour le trader justement? On sait qu'on a un gros contrat donné à Nick Bosa, on sait qu'on n'a pas énormément d'argent disponible, et que Deebo Samuel jouit peut-être de la meilleure cote qu'il aura dans toute sa carrière. C'est peut-être le moment d'encaisser, de prendre des pics et de se repositionner pour cette draft ou pour la draft de l'année suivante, et d'avoir la manne financière pour continuer à garder les autres joueurs qui sont là et qui performent. Mais je pense que c'est simplement du jeu de poker menteur entre les deux parties et qui va finir par re-signer aux Niners. Ouais, écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je pense qu'il va partir et il va être tradé. Et ça serait pas mal qu'on arrive à faire ça au moment de la draft pour récupérer du. Moi j'ai bon espoir de récupérer un top 10 premier tour. J'ai bon espoir. Ah, j'ai bon espoir. Je veux dire, il y a des mecs qui vont. On va sortir d'une situation, ça peut être vachement sympa. Et comme ça, on peut récupérer le meilleur joueur possible à ce moment-là. Et il y a de quoi faire, ça permettrait de renforcer avec du rookie directement l'équipe, avec un joueur qui serait prêt directement à faire le taf. Voilà, moi c'est malheureusement, enfin, c'est pas ce que je voudrais dans l'absolu, mais je pense que c'est ce vers quoi on tend. Est-ce qu'on a déjà vu un non-quarterback être tradé et avoir en contrepartie un top 10 de la draft? Je pose la question, j'en ai aucune idée, mais j'ai pas l'impression que ça soit déjà arrivé. Bonne question. Indirectement, oui. Indirectement, oui, je pense. Avec le choix de cette année de New York qui je crois, résulte encore du trade de Jamal Adams d'il y a 2-3 ans.
où ils avaient lâché 2 ou 3 premiers tours. Donc Ouais, c'est ça. c'est possible que le choix de 10 des Seahawks Jets de cette année résulte de ça, mais après j'en sais rien. Directement comme ça, un non-quarterback contre un choix de top 10 direct, je pense pas. Si tu veux faire un historique, même si je dis ça sur le ton de la rigolade, mais je pense qu'aucun trade dans l'histoire n'est aussi puissant que celui de Larry Tunsil au Texans. Oh, putain, c'est vrai. C'est en cumulé, t'arrives à 5 ou 6 premiers tours de draft. C'est du délire, ce trade. C'est du délire. C'est vrai que les Dolphins, ils ont braqué la banque avec ce trade. Ah, en 98, les Chargers envoient Eric Metcalf et Patrick Sapp pour avoir le 2e choix de la draft. Et sinon, t'avais les Saints qui avaient de mémoire tradé aussi tous leurs choix dans les années 80, tous leurs choix de draft pour un running back. Mais alors, j'avais un doute si c'était un rookie. Je crois que c'était un rookie de mémoire. Ils avaient lancé tous leurs choix de draft pour un seul joueur. Ouais. Mais c'était peut-être pas dans Free Agency, c'était peut-être dans le cadre de la draft pour monter. J'ai un doute. Ouais, c'est ça. En 99, les Saints échangent avec Washington leur premier, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e de 99, le premier et le 3e de 2000 pour récupérer le 5e choix et prendre le running back Ricky Williams. Ouais, c'est C'est Ricky ça, Williams. exactement. c'est ça Ricky Williams qui a été All-Pro en 2002 mais sinon qui a pas fait grand chose en NFL. Et En même temps, pour Le pif. pour un coureur. Hein. mais à l'époque on pouvait prendre des coureurs au premier tour et dans le top 5 et c'était logique. Aujourd'hui ça n'existe plus. Enfin les derniers running backs pris dans le premier tour, dans le top 10 ça doit être Saquon Barkley. Saquon Saquon Barkley, Christian McCaffrey et Léonard Fournette qui sont des bons joueurs mais qui sont tout le temps blessés au final. Et si on arrive à avoir un choix du top 10, par exemple, disons le choix numéro 6 des Panthers, on fait quoi avec Au ça hasard. Au hasard, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un choix du top 10 ? Au final, il faut regarder quels seront nos besoins. Si on trade Debo pour un choix du top 10, on aura besoin de receveurs et on aura toujours besoin de ligne offensive intérieure et de defensive back. Est-ce qu'il y a des joueurs dans le top 10 qui valent un top 10 à ces positions-là ? Peut-être sur le poste de cornerback avec Sauce Gardner ou Derek Stingley, même si j'aime pas trop Derek Stingley. Et sinon, peut-être trade down pour récupérer un petit peu plus. C'est ça. Moi, il y a un joueur que je vois tout de suite dans notre équipe qui fitterait complètement. Bon, au-delà de Sauce Gardner que j'adore, c'est évidemment Kyle Hamilton. Oui, il y a Kyle Hamilton aussi. Kyle Hamilton au poste de strong, sachant que Jack Skittart chez nous n'a pas été prolongé. Tu alignes Ward et Hamilton ensemble, on a un duo de safety complètement dingue. Safety de la ligue là, non? Ou pas loin. Ah oui, clairement. Est-ce qu'un Kayvon Thibodeau pourrait descendre au 6e choix? Ah mais moi j'en veux pas. Ah ouais? Moi, j'ai du mal à le voir descendre au 6. En fait, pourquoi j'en veux pas de Kayvon Thibodeau, bon on en parlera peut-être dans le cas de la draft après, c'est que je crois pertinemment à cette smokescreen qui dit que le joueur est ultra talentueux, ça c'est sûr, je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais j'ai un doute très sérieux sur son caractère. Et je vois en lui un Jadeveon Clowney-Bis, c'est-à-dire un mec qui se repose sur ses acquis qui sont énormes et qui ne progressera pas plus que ça du fait d'un caractère que je dirais pas assez mature. Voilà, donc c'est le problème que j'ai avec Thibodeau. Et je vais pas dessus, clairement pas. Surtout que dans notre fit à nous, il nous faudrait un LIO. Il pourrait jouer à ce poste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas nécessairement strong side defensive end, mais c'est pas le joueur le plus parfait, je trouve, à ce poste. Même si ses qualités sont grandes, c'est pas le joueur le plus parfait. Un Boye Maffei, par exemple, un peu plus loin dans la draft, me paraît beaucoup plus opportun pour nous qu'un Kayvon Thibodeau à ce poste-là. Je suis d'accord avec le nom de Maffei, j'aime bien Boye Maffei aussi. Sinon, trade down pour un garde. Ryan Trade down, récupérer des assets Kenyan et prendre dans nos besoins, c'est-à-dire un garde ou un cornerback ou un autre DB ou un edge un peu plus bas, mais Ou un receveur. ou un receveur exactement qui correspondrait plus à nos besoins et qui serait pas un énorme reach. Et surtout, je pense que quand tu as le choix 6, tu as toujours des équipes qui vont sonner à ta porte pour dire excusez-moi, ça nous intéresse parce qu'on veut aller chercher Kenny Pickett, parce qu'il y a un gros tackle qui est encore disponible. Il y a des équipes qui sont capables de monter pour aller chercher un choix 6. Voilà, on va s'arrêter là pour l'épisode sur la demande de trade de Deebo Samuel.
On en saura peut-être plus dans les prochains jours s'il y a une actu, si jamais il est tradé définitivement ou pas. Si c'est le cas, on fera un épisode consacré, ça va de soi. En attendant, les prochains jours, il y a un épisode de preview de la draft 2022 des 49ers qui devrait sortir, qui va sortir même, c'est sûr. Du coup, on se retrouve très vite, et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao, et que Niners!